Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous voyez à l'écran notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Oumar Mariko, panafricaniste, président du parti Sadi au Mali, en séjour donc en Guinée. On essaie de comprendre ce matin l'Afrique face aux grands défis de la mondialisation, mais aussi des crises d'ordre sécuritaire et migratoire. La fragilité donc des États, combinée à de récurrents problèmes de gouvernance, font que les dirigeants africains donc peinent toujours à offrir des conditions de vie et de perspectives meilleures. En outre, les processus électoraux sur le continent, au lieu d'être des occasions pour meilleur ancrage de la démocratie, sont généralement source de tensions et de conflits parfois violents qui mettent en péril la paix et l'unité des peuples. Deux questions ce matin à notre invité. Comment expliquer cet état de fait et comment inverser donc cette fâcheuse tendance? Monsieur Oumar Mariko, vous le voyez à l'écran. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Gao sur Espace TV. Aboubacar Diallo, notre invité. Monsieur Mariko, bonjour et bienvenue sur les GG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre studio et dans cette émission. Vous êtes connu pour être un leader panafricaniste, président de partis politiques dans votre pays. Donc vous êtes très à cheval sur les questions africaines. Mais pour commencer, vous êtes en séjour en Guinée. Vous étiez là dans le cadre de l'entrée en cadre de la disparition de camarade Feu camarade Ahmed Sékou Touré. Dites-nous qu'est-ce que vous retenez de l'homme globalement et comment vous avez apprécié les commémorations qui ont eu lieu dans le cadre de sa disparition, de l'entrée en cadre de sa disparition ici en Guinée. Merci bien, je vous remercie de m'avoir invité. Vous avez dit feu camarade, je veux savoir si vous êtes véritablement un camarade à Sékou Touré. Parce que la camaraderie a eu une connotation idéologique et politique. Nous réclamons effectivement du camarade Ahmed Sékou Touré. Que personnellement j'ai rencontré depuis 1981 quand j'avais mes 20 ans. En vrai? Lui il dit vrai. En vrai? Les grandes gueules. Il dit vrai parce que il dit vrai. Lui il dit vrai. Alors, donc, parce qu'on peut calculer. Mon parti c'est Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Ouais. Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. C'est un concept que nous avons eu après plusieurs réflexions sur l'échec des pays africains, des dirigeants africains qui ont voulu bien faire pour l'Afrique. Sont de ceux-là le président Ahmed Sékou Touré, sont de ceux-là Kwame Nkrumah, sont de ceux-là Modibo Keïta, sont de ceux-là Gamal Abdel Nasser, etc. Ils ont voulu très bien faire pour les pays africains, mais certains ont été balayés du pouvoir. La seule personne qui a pu résister de cette génération-là contre vents et marées, c'était le président Ahmed Sékou Touré, qui a donc essayé de continuer avec le flambeau que les autres ont eu. La tâche était trop lourde, trop immense et les adversités féroces. Et donc nous avons dit que pour réussir véritablement le développement des pays africains, il nous faut une indépendance réelle, pas l'indépendance formelle. L'indépendance formelle, c'est les gouvernants africains, c'est les drapeaux et tout ce que vous voyez. Maintenant, nous disons qu'il faut une indépendance réelle. Et cette indépendance réelle aura comme socle l'expression démocratique. Et l'expression démocratique, c'est pas avoir plusieurs radios, plusieurs journaux, parler d'alternance au pouvoir, de multipartisme. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est qu'un instrument d'expression démocratique. Et de quel type de démocratie ceci s'exprime? Quand tu regardes la plupart des pays africains, c'est plutôt cette expression, c'est à argent. Donc c'est la plutocratie. Donc nous nous sommes dit aussi qu'un seul pays africain, parce que nous avons des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur. Les ennemis de l'intérieur, très souvent, peuvent être vaincus par les masses quand elles comprennent, quand les populations, quand elles comprennent. Mais les ennemis de l'extérieur sont toujours là pour les raviver et au demeurant leur porter main forte pour qu'ils puissent réaliser leur sale besogne. Nous avons le cas express et typique du 22 novembre 1970 en Guinée. La Guinée qui était sous embargo. Mais je voudrais vraiment que les jeunes africains relisent encore l'histoire de la Guinée. Nous sommes tous jeunes, nous avons apprécié les présidents Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta. Ce n'est pas pour rien. Vous savez, un élève comme moi, pour avoir à écrire sur un tableau noir, il m'arrivait d'aller brûler le fémur des bœufs, d'extraire
la partie compacte, l'os compact, pour écrire avec ça sur le tableau. Mais pourtant, nous étions fiers. Nous étions fiers. Ouais. Et nous nous disions, je vais être ci, je vais être ça. Ouais. Parce qu'il y avait des perspectives qui étaient dessinées. Je dis, je vais être médecin. Je dis, non, je vais être professeur de philosophie. Ouais. Je sais que quand je finis mes études, je serai effectivement ça. Ouais. On avait des gens, moi, je vais être pédologue. Moi, j'avais voulu être pédologue pour l'étude des sols. Ouais. Parce que je veux comprendre ce qui se passe dans le sol et le sous-sol de mon pays. Voilà un peu, on avait ces ambitions-là. Parce que nous avions des chefs qui éclairaient ça. Mais voyez un peu, la Guinée est un pays martyr, en même temps est un pays héros, dont les Guinéens devraient être fiers. Ouais. Moi, je suis fier de la Guinée. Monsieur. Oui, mais fiers. C'est qui me gêne un petit peu. J'entends le même discours. Une seconde, pourquoi je le dis? Je le dis, je prends simplement. Voilà un pays qui était sous embargo, puis le blocus, pour avoir simplement exprimé sa volonté d'indépendance de 1958 à 1978. Et il n'est même pas sorti de l'embargo en 1978. Pour avoir osé dire simplement, je veux ma dignité. Et résister pendant tout ce temps. Tous les autres qui ont essayé de biaiser avec l'impérialisme pour essayer de voir comment ils vont trouver les meilleures formes, etc., ils ont été balayés ou ils ont été obligés de vendre leur pays purement et simplement. C'est là où je voulais dire que vous devrez être fiers. Donc nous nous sommes dit, solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Contraindre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur dans le cadre d'une solidarité ayant comme socle l'indépendance et l'expression démocratique. Alors, le bilan du président Ahmed Sékou Touré n'est pas seulement qu'un bilan politique. On va un peu s'intéresser à son bilan économique puisque vous parliez de pays sous embargo de 58 à 70. Comment expliquer le fait qu'un pays complètement bloqué de l'extérieur a pu quand même réussir à atteindre un certain niveau d'industrialisation comme Sékou Touré nous l'a fait? Parce que sous embargo, la Guinée avait quand même des industries plus que maintenant. C'est quand même un bilan qu'il faut défendre. Oui. C'est tenu de la volonté. Comment il a fait? Là, si vous me demandez ça, ce serait une véritable colle que je rentre dans certains détails. Je pourrais vous pas le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est la leçon que je tire. C'est la leçon que je tire du parcours politique de Sékou Touré. Ça veut dire simplement que quand on veut, quand on est engagé pour son peuple, sincèrement et honnêtement, on gagne. C'est ce que je peux dire et c'est cette leçon-là que je peux tirer de cette démarche. Docteur, il y a depuis le Mali, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de fixer toute la contradiction autour, toute l'ambiguïté autour même de l'image d'Ahmed Sékou Touré. Il y a un débat autour de l'homme aujourd'hui, 34 ans après sa disparition. Certains posent la question de façon assez simpliste. Sékou Touré, ange ou démon? Parce que au-delà de l'aspect panafricaniste et père fondateur justement, et tout, il y a lieu aujourd'hui, il y a un débat et ça fragmente même le tissu social guinéen. Il y a une idéologie. Il y a certains qui disent qu'on n'a pas besoin de célébrer l'homme parce qu'il a été quand même le géniteur du Camboro. Il a été à l'origine de la pendaison de ces personnes en 1970 et d'autres disent au-delà de toutes ces accusations, c'est un homme quand même qui a redonné de la valeur à l'homme noir, qui a permis à la Guinée de s'affirmer sur le plan international. Et de compter sur le plan international. Voilà, est-ce qu'il y a lieu d'être entre cette ambivalence, Ahmed Sékou Touré? Moi, je ne suis pas dans cette ambivalence notamment, clairement. Je vais vous dire expression concrète contre expression concrète. Vous voyez un homme, ceux-là même qui ont combattu les Sékou Touré quand ils étaient étudiants, alors que c'est les Sékou Touré qui les ont permis, je dis les Sékou Touré, vous voyez Modibo et autres, qui les ont permis d'aller étudier sans frais pour leurs parents. Et je fais référence à un d'entre eux, Alpha Omar Konaré, que vous avez vanté partout au monde. La meilleure démocratie, grand-père de la démocratie, géniteur de la... Des concepts extrêmement faux sont payés dans la crise depuis combien d'années? Est-ce qu'on parle de lui? Non. Personne ne l'entend. Personne ne court vers lui. Alors, si l'expression démocratique qu'il a incarnée en tant que telle, le pays ne pouvait pas d'abord être dans cette difficulté. Une fois dans cette difficulté, les gens allaient le chercher. Mais aujourd'hui, vous savez, l'homme politique le plus populaire de la République du Mali, c'est bien Modibo Keïta, dans la conscience de la jeunesse. Et dans la conscience de la jeunesse, c'est bien Modibo Keïta. Pourquoi il est aussi présent après, il a été évincé du pouvoir en 1968. Donc il n'a fait que 8 ans ou 6 ans effectifs au pouvoir. Oui. Mais il est ressorti. Ça veut dire simplement que les hommes ont besoin de vision. Les hommes de vision, l'Afrique a besoin de gens de vision. Ouais. Il ne s'agit pas pour un chef d'État de donner à manger à X et Y, mais c'est de créer un cadre
un cadre accepté par tous, de faire un contrat social. Mais en ce moment, il y a des gens qui sortent de ces cadres, de ce contrat social, et ils méritent la sanction qu'ils doivent avoir. Mais comment appelez-vous Ces ça? sanctions peuvent être aussi extrêmes. Je comprends très bien. Extrêmes dans le contexte. Ce qu'il faut... Le Cambaro, est-ce qu'il faut oublier les exactions? Est-ce qu'il nous faut en retenir que l'homme qui a revalorisé l'Afrique, qui a tiré vers le haut son pays? Moi, je retiens en avançant que Sékou Touré était un démocrate au sens étymologique du terme. Bien. Sékou est un martyr pour la Guinée et pour l'Afrique. Et Sékou est une source d'inspiration et doit être une source, pour nous, notre génération, et doit l'être pour la jeunesse, pour ses petits-enfants. Et d'ailleurs, le mouvement sécoutourisme est venu me confirmer. Quelle que soit alors moi, je suis un peu confus ce matin. Je suis un peu confus ce matin parce que quand on parle de panafricaniste, on parle d'idéologie. Et vous vantez tout de suite Modibo Keïta. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est un... Comment dire ça? Parce qu'à chaque fois, je répète avec les collègues dans ce studio à dire qu'on est un petit peu... comment dire? Je ne vais pas dire activiste, nostalgique. Ouais, non, c'est pas... c'est les hommes qui incarnent l'idéologie. Ouais. Les hommes qui incarnent l'idéologie, vous prenez... quand on parle du panafricanisme, le panafricanisme c'est un concept politique, c'est une vision politique, mais il a été incarné aussi par la pratique de certains hommes. Ouais. Et d'ailleurs, il a été lancé comme concept par un certain nombre d'hommes. Ouais. On a parlé de... On va depuis l'Afrique, les Noirs africains aux États-Unis d'Amérique. On parle de ces Noirs africains pour revenir aux hommes comme Kwame Nkrumah, aux hommes comme Lumumba, etc. Mais vous savez, un peuple qui n'a pas d'histoire, un peuple qui ne se réfère pas à son histoire est un peuple qui est complètement perdu. Et pendant des années durant, on a tout fait pour qu'on n'ait pas de référence. C'est pour cette raison que pour avancer dans le combat, il faut d'abord faire la part des choses entre le vrai et l'ivraie. Je vais vous donner un exemple historique plus ancien que Sékou Touré. Aujourd'hui au Mali, quand on dit les résistants à la colonisation, on va vous parler de Babemba Traoré, on va vous parler de Thiéba Traoré. Mais les deux, il faut choisir. Mais on ne choisit pas, on part des deux. Mais la vérité, c'est qu'un Thiéba a accepté la conciliation avec la France. Il a accepté être un roi sous tutelle. Ce que son petit frère, Babemba, a refusé. Et qui a dit, je préfère la mort à la honte. Et tant qu'il y aura un homme vivant, à Kénédougou, les Français ne mettront pas les pieds. Il a effectivement eu la même attitude que l'Almami Samori Touré. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que leur voie est une voie que nous devrons suivre et continuer dans le cadre de la dignité et de la responsabilité? Justement, parce qu'on confond, mais nous disons oui. On confond nationalisme et patriotisme, là. Le nationalisme et le patriotisme. Oui. Et on ne peut pas... Le nationalisme est vide de contenu s'il n'y a pas du patriotisme là-dedans. Il y a deux types de nationalisme. Il y a le nationalisme chauvin. Les grandes gueules. Je ne serai jamais cela. Et il y a le nationalisme à contenance patriotique qui est internationaliste. On sait aussi que la notion de panafricanisme, c'est vrai que c'était avec ses dévanciers, mais à un certain moment, ça s'est estompé avec le changement de pouvoir. Et maintenant, on voit une certaine renaissance. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine déception qui a amené à la renaissance de ce panafricanisme? Et il faut signaler aussi que durant votre séjour ici en Guinée, il y a eu un protocole d'accord avec le PDG RDA. De quoi est-il réellement question? Rapidement, je vais vous dire, parce qu'il faut qu'on donne un contenu concret politique à tout ça là. Pourquoi le nationalisme renaît, le panafricanisme renaît? Parce que ceux qui ont pris le pouvoir, soi-disant des démocrates, convaincus et des patriotes sincères, etc., tous l'épithète qu'ils avaient voulu là, ils ont engagé nos pays dans ce dans quoi les dictateurs, je ne parle pas de la période de nos pères, mais je me place dans le contexte de l'histoire du Mali, les dictateurs, ce sont les Moussa Traoré. C'est comme ça qu'on classifie. Les démocrates, ce sont les Alpha jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui. Bon, donc, ils ont engagé, les dictateurs avaient même hésité d'engager trop les pays dans les institutions, dans les dictats des institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, etc. Quand les démocrates sont venus, au réseau de la légitimité populaire, ils nous ont amené droit dans les institutions financières internationales qui liquident nos systèmes de santé, qui liquident nos industries, qui liquide notre agriculture et qui fait revenir le pacte colonial d'exploitation de nos pays. C'est pour cette raison justement qu'il y a un regain face à cette situation. Qu'est-ce qu'on fait? On est en ce moment qu'on puise dans notre terroir idéologique, notre terroir historique pour nous ressortir encore
nos panafricanistes comme étant la réponse de ce moment-là. En droite ligne de ce que je suis en train de dire, nous avons, dans le cadre de la réappropriation de notre histoire, de ce qui est là, de positif, de juste. Parce que ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, tout était blanc, blanc, blanc. Non. Face à d'énormes adversités, face à d'énormes animosités, nous devons savoir avoir nos repères. Et nous, nos repères, nous ont poussé aujourd'hui à dire que le Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance, qui pense que si le SADI prend le pouvoir en 2018 à la République du Mali, il va avoir besoin, avec les réformes qu'il va faire dans le pays, il va avoir besoin de tous les pays au moins voisins du Mali. Vous m'étonnez. Et en plus... Vous m'étonnez, ça veut dire que demain vous êtes président au Mali, un Guinéen peut-être ministre au Mali. Et pourquoi pas? Ah, c'est une question que je souhaite. Le Parti démocratique de Guinée, le Parti démocratique de Guinée a été fondé par Mamadou Madera Keïta comme premier secrétaire général. Ils étaient au nombre de 14. C'était un Malien qui était le premier secrétaire général du Parti démocratique de Guinée. Je parle du gouvernement là, M. Mariko. Sénanon Béhanzin était ministre du président Ahmed. Je parle du gouvernement là. Mais c'est un nom Béhanzin, était ministre dans le gouvernement. Docteur Mariko, nous avons lancé l'Union pour la révolution démocratique africaine. Vous savez pourquoi? Parce que Sékou avait une démarche dialectique qui consistait à dire à chaque étape, à chaque phase de l'évolution d'une société, il faut la politique correspondante. On a rassemblé tout le monde. Les grandes gueules. Aller contre la colonisation, le Rassemblement démocratique africain. Maintenant, après l'indépendance formelle, il faut aller à la transformation qualitative de la société. Donc il faut cette fois-ci une révolution démocratique et populaire. J'ai l'impression de lire les tomes de Sékou Touré. Moi je suis heureux de savoir que vous lisez cet homme-là. Mais cet homme-là, je vous demande d'approfondir votre connaissance. Il n'y a pas de problème. Parce que docteur, ce que je veux vous demander, une grande gueule la démocratie, sur le GG. en vous écoutant, j'ai l'impression qu'elle est morte. D'ailleurs, en écumant un peu la presse malienne, on a vu que vous avez déclaré que le mouvement démocratique est mort au pouvoir, vaincu par le vol, par la corruption et tout. Alors moi je me demande les passe-droits, le népotisme, tout ce qui est antithèse de la démocratie. Alors on fait quoi maintenant? Il faut un système révolutionnaire maintenant. Sous quelle forme? Comment? Non mais le système révolutionnaire, nous sommes aussi du domaine. Si vous permettez par exemple, vous dites que par exemple les systèmes révolutionnaires, les systèmes révolutionnaires, vous dites sont foncièrement démocratiques. Quand je prends par exemple le système guinéen, en ce moment c'était le parti unique, le PDG, il n'y avait pas de pluralisme. Je ne comprends pas. Est-ce qu'à votre avis, il faut ramener ces systèmes-là, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alternance, qu'un même homme, par exemple, reste au pouvoir pendant plus de 20 ans? Ça, c'est ma première question. L'autre question, comment comprenez-vous, comment avez-vous compris la radicalisation de Sékou Touré à un moment donné? C'est une référence, c'est vrai, mais à un moment donné, quand même, il y a des Guinéens, des cadres, des intellectuels de ce pays qui ont péri au Camboiro. Comment avez-vous compris cela? Très bien. Donc, avant d'y arriver à ça, je dis... quand on dit qu'il faut le système révolutionnaire a comme essence la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la possibilité pour que les idées les plus justes puissent émerger. C'est ça le système révolutionnaire. Maintenant, la forme de représentation de ce système révolutionnaire-là, et c'est cette forme-là qui permet ou qui ne permet pas le multipartisme, la création d'autres courants exprimés qui prétendent avoir le pouvoir. Là, je ne gomme pas ça, parce que ça, c'est l'époque actuelle qui exige cela, justement. Mais, voyez-vous, et le système révolutionnaire doit permettre aujourd'hui, quand les Guinéens vont aux urnes, les grandes gueules, que d'abord, tout Guinéen ait la possibilité réelle d'aller aux urnes, que chaque Guinéen ne soit pas acheté pour aller dans les urnes. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter les débats contradictoires, comme vous êtes en train de le faire, sur les médias publics, et éviter d'utiliser les moyens de l'État pour des gens qui sont au pouvoir. Est-ce que dans ce cas, ce n'est pas l'appellation seulement que vous changez? Parce que tout le contenu que vous êtes en train de donner, c'est évidemment un système démocratique qui permet ça. Non, justement, merci beaucoup. Le système vous êtes dans le jeu d'appellation. On n'est même pas dans le système démocratique. Parce que le système démocratique, c'est quoi? Le pouvoir du peuple par le peuple. Bon, si on dit pouvoir du peuple par le peuple, on n'est pas dans le système démocratique, mais on est dans les éléments qui permettent l'instauration
d'un système véritablement démocratique, d'un système démocratique. Parce que si on dit le pouvoir du peuple par le peuple, etc., quelle est la fraction du peuple aujourd'hui la plus nombreuse dans nos différents pays? Ce sont les paysans. Les vrais gens. Je ne dis pas les vrais gens, moi aussi je suis vrai gens, mais je ne suis pas paysan. Ah, ben d'accord, ok. Vous êtes vrais gens. Ce sont les paysans. Faux gens. Ce sont les éleveurs. Ce sont les artisans. Ce sont les ouvriers. Mais depuis qu'on est dans le système dit démocratique, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, les revendications de ces personnes-là, que les grandes gueules, ne sont pas au sommet de l'État. Ce ne sont pas au sommet. Ils ne se sentent même pas dans le système. Bien. Alors que dans le système des partis uniques, les concertations au moins se faisaient depuis la base et on tenait compte de leurs préoccupations dans l'exercice de l'État. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Alors voilà, l'Afrique a l'honneur ce matin chez les grandes gueules avec notre invité, M. Oumar Mariko, il faut le rappeler, panafricaniste, président du parti Sadi au Mali, où on nous regarde évidemment sur Espace TV. Tamba. Voilà 2 questions. À vous écouter ce matin, j'ai en face de moi une sorte de raseur. Qui voit un système qui existe, qui n'est pas d'accord avec lui et qui voudrait, entre guillemets, tout raser et produire un autre système qui vaille à ses yeux. La question que j'ai envie de vous poser par rapport à la démocratie, en vous entendant sur ce commentaire de tout à l'heure, est-ce que pour vous, la définition de la démocratie, c'est une quête ? Est-ce que c'est quelque chose en devenir perpétuel ? Est-ce que c'est cela ? C'est la première question. Et la deuxième question, vous qui déplorez la manière des démocrates au Mali, vous avez entre autres cité Alpha Oumar Konaré, vous avez dit que par eux, le système de domination coloniale est en train de revenir sous une autre forme. Quelle appréciation faites-vous justement de l'intervention militaire au Mali sous François Hollande? Est-ce que vous trouvez est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ceux qui, à un certain moment, a dû sauver votre pays? La démocratie est effectivement une quête perpétuelle. C'est pourquoi je dis que depuis les années 90 qu'aujourd'hui, nous avons les éléments d'expression qui nous permettent d'asseoir la démocratie. Donc tu ne peux pas raser. Je ne suis pas dans la logique de raser. Parce que je fais partie de ceux-là qui sont battus pour la liberté d'expression. Tenez-vous bien, j'ai fait 11 mois de prison après des tortures pour être soupçonné d'avoir insulté le chef de l'État, Moussa Traoré. Et j'ai fait 11 mois de prison et 11 mois d'exil pour avoir osé dire à M. Alpha Oumar Konaré, vous avez triché les élections de 1997. Les grandes gueules. Donc, ces éléments démocratiques mettant ensemble permettent d'asseoir la démocratie. Et le combat que nous sommes en train de faire, que le PDG et nous allons faire, c'est d'aller justement à ce que vous avez appelé les vrais gens. Les vrais gens. Maintenant, le Mali. Vous avez dit que... Non, j'étais ceux-là qui étaient contre l'intervention française, l'intervention étrangère en République du Mali, tel que ça s'est passé. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je dis, c'est une honte pour mon pays. C'est une honte pour mon pays. Pourquoi ? Je ne vais pas aller dans beaucoup de considérations parce qu'on sait que l'armée a été liquidée par ces mêmes démocrates-là. Ils ont liquidé le système éducatif, le système de santé, ils ont liquidé le système de défense. C'est très clair. Et ils ont fait asseoir, vous voyez, dans tous ces pays, soi-disant démocrates-là, vos policiers, vos agents de sécurité de l'État sont mal lotis, mal payés. Et ce sont des agences privées qui vous gardent tous partout. J'ai l'impression qu'ils vous parlent de la Guinée en plus. Et avec les fonds de l'État, s'il vous plaît, avec les fonds de l'État. Donc l'État, la puissance publique de l'État, sous-traite la violence. Sous-traite sa violence à des sociétés privées. Alors maintenant au Mali, il n'y avait aucun besoin. D'abord, la situation a été créée par ces démocrates pour que ceux-ci prennent les armes. Et cette fois-ci, Sarkozy en a profité. Les grandes gueules. Sarkozy en a profité pour pouvoir vaincre Kadhafi, faire sortir des Touaregs qui avaient des relations lointaines déjà avec le Mali, leur promettre l'Eldorado en divisant le Mali. Et ils sont allés proclamer sur les Champs-Élysées l'indépendance d'une portion de la République du Mali. Et donc, c'est ce Sarkozy-là qui a été appuyé après. Hollande a été la continuité de Sarkozy sur la géopolitique internationale. C'est ce Hollande-là qui est responsable de cette guerre et qui va vouloir mettre fin à cette guerre-là. Vous ne pensez pas ça malsain, le pyromane qui crie aux pompiers Les grandes gueules. Indépendamment de tout ça, le Mali a été mal perçu à l'extérieur. D'abord, le fait que les militaires, dans cette situation-là qu'on envoyait au front, ils se faisaient tuer. Ils demandent des armes, des munitions, à manger.
Non, on ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé sur le front, sauf si dans des familles on voit des gens en train de porter les deuils de gauche à droite et la télé nationale est en train de passer de la bonne musique et des jeux d'enfants, comme si le pays n'était pas en guerre. Alors donc ces militaires ont retourné leurs armes vers leur commandement et demandé au commandement, il y avait 3 fractions militaires s'il vous plaît. Les grandes gueules. Il y avait au Mali, à Gao, avant la chute même du régime des ATT, vous aviez une milice qui était dirigée par un Touareg, le Touareg Gamou, qui prenait son commandement avec M. Amartoumane Touré, le général à Bamako. Vous aviez également des Noirs qui prenaient leur commandement avec disons, des Arabes. Il y avait des Arabes d'un côté, des Touaregs d'un côté. L'armée était divisée entre Arabes, Touaregs, plus Sonraï et les autres. 3 sous Amartoumane Touré. Les deux prenaient, les Arabes et les Touaregs, prenaient leur commandement, leur décision auprès de Amartoumane Touré. Et les Sonraï prenaient leur commandement auprès du général Poudjougou. C'est dans ça qu'on se tient. Et ils se regardaient déjà en chien de faïence. Arabes, Touaregs, Noirs, ils se regardaient en chien de faïence avant même la chute de Amartoumane Touré. Maintenant, dans un contexte comme ça, le régime est tombé. Qu'est-ce que l'Afrique devrait faire? C'est de venir s'informer sur ce qui se passe au Mali. Comprendre ce qui se passe et venir appuyer maintenant le mouvement populaire qui a vu le jour pour mettre fin à cela. Mais les Africains, comme des perroquets, se sont mis à dire on ne fait pas un coup d'État, une démocratie, on est la démocratie. Le gars, il voulait faire des élections dans 10 jours. Comme si les gens pouvaient comprendre mieux notre situation que nous-mêmes. Bien. Pour moi, excusez-moi une seconde que je réponde à sa question. Pour moi, on n'avait pas besoin de ça. On avait besoin. Pourquoi? Mais pourtant, ça s'imposait parce que l'armée malienne ne pouvait pas faire face à ces Touaregs qui venaient. Mais n'importe quoi. Ces Touaregs, c'est des Maliens. C'était pas la... Oui, mais ce sont des Maliens. Mais aujourd'hui, on n'en serait pas dans cette situation aujourd'hui. Ibeka ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Oui, mais Ibeka peut-être ne serait pas au pouvoir. Peut-être que c'est Oumar Mariko qui serait au pouvoir. Ça, je vous le dis. Alors, on va vous parler d'élections. C'est très clair. Alors, vous parlez d'élections. Pourquoi moi je pouvais être au pouvoir en ce moment-là? Pourquoi? Parce que j'avais déjà la confiance populaire. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allé rencontrer les djihadistes. Je suis allé discuter avec eux. C'est des Maliens dessus. Frustrés. C'est des Maliens dessus frustrés. Et manipulés. Qui se sont vus exclus de la société. Et qui ont fait la confusion entre le comportement de la gouvernance et de nos gouvernants qui créent des crises après qui appellent les gens. Venez nous aider à sortir de la crise. Sortir de crise. Quelle proposition de sortie de crise? La seule proposition de sortie de crise, c'est que ceux qui ont ouvert la crise s'en aillent. Qu'ils laissent nos affaires tranquilles et qu'ils s'en aillent. Ils ont suffisamment détourné qu'ils aient la décence de regarder la misère de ces peuples-là et de se démettre. Là, il n'y a pas d'autre sortie de crise que ceux qui ont créé la crise quittent la scène. Donc maintenant, nous avons demandé, il y a eu des accords. Il y a eu des accords entre ces djihadistes et nous. J'ai beaucoup de choses à dire là. Si vous voulez bien, vous pouvez faire une autre émission quand je viens. Mais c'est ce qu'il va faire essentiellement sur la question du Nord. Il a une émission. Je vous dirai des choses inédites. Voilà. Alors, il a une émission à la télévision. Panel, on va essayer de voir ça avec Tamba. Alors, la présidentielle au Mali, c'est bien cette année. Alors, dites-nous un peu dans quelles conditions se prépare-t-elle? Conditions catastrophiques. Ibeka veut simplement formaliser sa présence au pouvoir. Et nous ne serons pas d'accord. Il a un bilan qui lui permet d'être réélu. De son élection en 2013 à maintenant, de 113 morts, nous sommes à plus de 700 morts aujourd'hui. Quel type de mort? En termes de militaires tués. Au front? En termes de civils tués, des bandes au front. Et la sécurité s'est déplacée. Aujourd'hui, Kidal est d'ailleurs plus sécurisé que Bamako. Sécurisé par qui? Pas par l'armée malienne. Le Premier ministre, quand il allait faire son show là-bas, mais qui l'a protégé? C'est Kidal qui l'a protégé. Et qu'est-ce que Mariko avait proposé en son temps? J'avais dit il faut débattre. C'est l'autre système de défense qui a été remis en question. Les grandes gueules. Nous devons refonder l'armée. Vous allez entendre bientôt, ils vont dire oui, il faut reconstruire l'armée. Parce que c'est Oumar Mariko qui l'a dit à l'époque, ils étaient sourds. Mais ils savent qu'aujourd'hui, c'est une réalité incontournable. Maintenant, l'insécurité s'est déplacée jusqu'au niveau du sud et au centre du Mali. Ségou est atteint. Mopti est atteint. Il n'y a pratiquement plus de classe depuis des années durant. L'administration est absente. Ils sont en train de négocier avec les différentes bandes armées pour accepter, permettre
que le temps des élections passe. Les grands gars. Ils donnent de l'argent aux gens. Donc, il n'a aucun bilan à défendre. Ibrahim Boubacar Keïta. Il a totalement échoué sur toutes ses promesses. Ibeka, c'est échec et mat. Je le regrette, c'est pas ce que nous souhaitions. Bien. On n'a que 4 minutes, hein, évidemment. L'accord de paix que Ibeka a permis de signer. Récemment, il a rencontré quand même une bonne délégation de ces Touaregs, de délégations qui sont venues de Tombouctou, de Gao, qui a été reçues quand même par Ibeka. Ils ont parlé Mali, ils ont parlé de la paix du Mali. Je pense qu'en matière... Et puis, il a permis également le retour de Amadou Toumani Touré. C'est quelque chose, ce sont des pas qui vont vers la paix, qui vont vers la paix. De cette manière, Amadou Toumani Touré est un échec, un aveu d'échec d'Ibeka. Premièrement. Deuxième chose, comme on n'aura pas le temps de développer. Deuxième chose, vous voyez ces Touaregs-là, avec des gros turbans qui sont venus voir à Tété Ibeka là. Après, ils vont changer de turban, vous allez voir les mêmes têtes chez Soumaïla Cissé. Ah bon? Ou argent. Argent, des mises en scène. C'est des grotesques mises en scène. Bien. Il faut que nos chefs d'État arrêtent. Bien. Il faut que nos chefs d'État arrêtent. Voilà, on n'a que 3 minutes, on va passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Vous nous regardez du côté du Mali, évidemment, sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez. Alors, on vous explique, on vous pose une question. On sait que vous êtes très intéressant. Vous êtes un bon client pour les radios. Mais bon, que cela ne tienne que 3 minutes. Vous répondez par oui ou par non. Docteur Mareko, notre invité ce matin. Pour les électeurs. Voilà. Pour les radios, on va dire. On verra bien. Allez-y, Tamba, oui ou non? L'an 2017, notre président, le professeur Alpha Condé, a conduit l'Union africaine. Oui ou non, il a réalisé un bon mandat? Oui non. Ou non? Non. Non. Oui ou non, Ahmed Kamara? Alors, vous parliez à l'instant des forces françaises. C'est une honte pour le Mali, c'est une honte pour l'Afrique. Alors, le déploiement du G5 Sahel, ça quand même, est-ce qu'on peut dire que c'est salutaire pour l'Afrique? 5 multiplié par 0 égale 0. Voilà, donc non. Oui, allez-y Moussa Moïsila. Oui ou non, nous sommes à l'ère du numérique. Avec une génération 2.0, parler de révolution est un vain traquenard. Oui Absolument ou non? Pas. Non. Oui ou non, l'ambition de Feu Kadhafi de créer une monnaie unique africaine, selon vous, c'est ce qui a causé son départ? En partie. En partie. Madame oui, Hiro. oui ou non, vous croyez en la possibilité de la mise en place des États-Unis d'Afrique tel que le prônait Feu Mohamed Kadhafi? Plutôt celle que le prône Ahmed Sékou Touré et Louam Nkrumah. C'est différent. Oui. Oui ou non, les commissions électorales nationales indépendantes sont, on va dire, la source des problèmes qu'on rencontre à l'occasion des élections en Afrique? Oui ou non, il faut changer de schéma. Elle est perplexe là. Hein? Ça, c'est une question compliquée parce que ils ne sont pas responsables, oui ou mais non? ils sont co-gestionnaires. Oui, oui, voilà. Alors, on passe à cette petite rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Oui, on va dire panafricaine, hein, pourquoi pas, évidemment. Allez, on vous propose des photos et vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Ahmed Kamara. Laurent Gbagbo, de la Côte d'Ivoire. En 2 mots. Je crois qu'il a gagné les élections. Professeur Alpha Condé. 0. Hein? 0. C'est bien. Le roi Mohamed VI. Je ne peux pas être avec un roi. Ouais. Cellou Dalein Diallo. 0. Je l'ai fait tomber. Cellou Dalein Diallo. Non. Non, parce qu'on ne peut pas maintenir l'ethnocentrisme. On ne peut pas être le gendre de l'ethnocentrisme. Je regrette. Ouais. Félix Houphouët-Boigny. Il a vendu l'Afrique. Patrice Lumumba. Une référence. Sidya Touré. C'est mon petit esclave là, ne me parle pas de Sidya Touré, il est dans un système, qu'est-ce qu'il peut apporter? C'est un système que je vois. Sidya, merci. Lansana Kouyaté. C'était à l'époque de Alpha, Lansana Condé, non? Oui, Lansana Kouyaté. C'était à l'époque de Lansana Condé. Ouais. Eh ben, ça n'a pas volé. Oh. Macky Sall. Comme son père. Patrice Talon, du Bénin. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors, Alassane Dramane Ouattara.
La déception. Paul Kagame. Respectable. Respectable. Même si la... Muammar Kadhafi. Respectable. Finalement, le seul bon, c'est vous, oui ou non? Ben non. Non. Voilà, il a les défauts aussi. Cette caméra vous appartient. Le Mali vous regarde évidemment à travers Espace TV. TNT Sat diffuse Espace TV de ce côté. Un mot pour tous les Guinéens qui vous regardent à la télévision en 2 minutes. Allez-y. Nous devons nous élever au-delà des questions ethnocentristes. Les vrais problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est aussi un déficit de démocratie qui exige que les ouvriers, les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les intellectuels qui veulent de nos pays pour assurer une économie qui permet de donner l'emploi à tout le monde, qui permet de garantir la santé et l'éducation, nous devons nous impliquer dans la politique dans cette direction-là. Et les médias doivent nous servir effectivement à élever le niveau de compréhension du peuple. La plutocratie, nous devons mettre fin à cela. Et pour les Maliens, je dois dire qu'Ibeka a échoué et je souhaite qu'il soit la dernière génération du mouvement démocratique du Mali qui a pris le pouvoir en 92 et qu'il soit à son dernier mandat. Merci beaucoup en tout cas docteur d'être passé dans cette émission. Grand merci à vous à l'international. Merci à ceux qui nous regardaient du côté du Mali, à Mopti, à Bamako, dans toutes ces régions. Demain, vous allez retrouver évidemment Aboubacar Diallo pour un autre numéro. L'aventure continue dans un instant sur Espace. C'est l'équipe de Moussa Moïsi là avec le 22h et sur la radio. C'est Oumar Soul Kaba que vous retrouvez. Grand merci à Mohamed Diaby et à Mohamedou Kondé.